Pourquoi est-ce que la guerre au Yémen continue aujourd'hui? La guerre au Yémen continue pour deux choses. C'est-à-dire pourquoi soutenons-nous, pourquoi les Français, nous continuons à soutenir les Saoudiens en les alimentant en armes? Pour deux raisons. La première, elle est robsiste, si j'ose dire, parce que c'est eux qui ont le fric, et c'est à eux qu'on peut en tirer le plus en leur vendant des armements. Et l'attitude de Trump, de façon explicite et insolente et arrogante, il sort les contrats. Mais ce n'est pas la seule. Pourquoi continuons-nous à soutenir les Saoudiens et les Émiratis au Yémen? Parce que leur guerre est labellisée anti-iranienne. Même si, on a évoqué ça tout à l'heure, Dieu sait que je n'aime pas la diplomatie des Iraniens en Syrie et que je la condamne de A à Z. Mais les Houthis n'ont pas été fabriqués par l'Iran. L'Iran n'est pas un acteur majeur de la guerre au Yémen. Ça, c'est juste une façade énoncée par la rhétorique saoudienne. L'Iran n'est pas derrière le pouvoir des Houthis. Et regardez bien la géographie physique. Il y a un embargo terrestre, aérien, maritime. Il n'y a pas des flux d'armement. Il n'y a jamais eu de saisie massive d'armement iranien. Il n'y a pas de mercenaires iraniens. La présence des Iraniens au Yémen est minime par rapport à ce qu'elle a été totalement décisive en Syrie. Mais, évidemment, qui c'est qui a envie qu'on casse l'Iran? Le petit pays très bruyant, très agissant, auquel Trump ne résiste rien. Donc la guerre au Yémen se poursuit parce que c'est confortable d'être les clients des plus riches de la région et parce que c'est à peu près incontournable de donner satisfaction au petit pays qui est obsessionnellement mobilisé contre l'Iran. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer qui nous amène ici ce soir? Cette dynamique contre-révolutionnaire, la contre-révolution arabe, va donc obtenir le soutien de l'ensemble des puissances occidentales. Si vous regardez le schéma de la Libye, Poutine soutient Haftar. Bon, alors j'espère que vous savez, la Libye c'est hyper compliqué et puis va faire irruption un acteur fabriqué un peu artificiellement, un militaire soutenu par Sisi. Alors Sisi c'est quoi? Sisi c'est non seulement un allié des Émiratis et des Saoudiens, mais c'est un modèle. Ce que veulent faire les Émiratis et les Saoudiens en Libye, c'est imposer un régime identique à celui de Sisi. Non, mais il faut le dire, il faut en avoir conscience. Donc, nous avons un acteur militaire qui a été soutenu par les Émiratis, par le clan de la contre-révolution arabe et par les Occidentaux. Poutine le défend au Conseil de sécurité. Il n'a pas encore mis un doigt de pied vraiment militaire. La France, évidemment. Nous le défendons de toute tension au sein de l'Union européenne. Et bien sûr, nous avons été pris à 3 reprises la main dans le terrain de l'ingérence militaire. En 2014, il y a 3 officiers de la DGSE qui sont tués dans un accident d'hélicoptère. Mais on a une rhétorique, on dit oui, nous aidons Haftar militairement, mais seulement dans la mesure où il lutte contre le terrorisme. Seulement, si vous prenez l'acception du mot terrorisme chez Haftar, qui est exactement la même que chez Sisi, vous voyez bien que les terroristes pour Haftar, c'est la totalité du spectre politique qui n'est pas d'accord avec lui. Donc, nous l'avons soutenu à ce moment-là. Ensuite, très récemment, il y a eu un épisode dont la grande presse française n'a pas beaucoup parlé, mais il y a 10 porteurs de passeports diplomatiques qui se sont retrouvés à la frontière tunisienne avec des bagages curieux, qui appartiennent plus à des militaires des forces spéciales qu'à des touristes archéologues. Et donc on a été obligé de concéder que nous étions bien sur le terrain en train d'aider militairement, d'apporter une logistique à l'offensive de Haftar sur Tripoli. Et puis tout cela s'est explicité lorsque Sarraj, le concurrent de Haftar, celui qui n'est pas un saint, mais celui qui personnifie le processus politique de négociation qui pourrait reconstruire le tissu institutionnel libyen. Il est allé à Paris donc le 8 et il est reparti en claquant la porte
et il a retiré les licences de fonctionnement à une vingtaine de sociétés françaises à peine il est arrivé à Tripoli, pour condamner la duplicité de Macron. Donc nous avons cette situation, nous pouvons la déplacer sur la totalité du spectre du monde arabe actuellement. Nous avons la contre-révolution arabe qui parle aux oreilles de l'islamophobie européenne. Parce qu'en dernière instance, si Macron choisit le régime Sisi par rapport au régime Sarraj, ce n'est pas pour des raisons seulement clientélistes, puisqu'on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir d'entente économique avec Sarraj. C'est une autre variable qui intervient. Et l'autre variable qui intervient, c'est nous, on est contre le Qatar, nous, on est contre les islamistes, nous, on est contre les frères musulmans. On vous garantit des régimes qui vous auront fait tourner la page de l'islam politique. Et donc, la matrice de tout ce que, si je devais résumer ce que je dis ce soir, je dirais que il y a eu Qatar Papers. Bon, les Qatar Papers, on s'en fout. On va dire en quelques mots pourquoi c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau. Mais ce qui fait mal, c'est le retentissement médiatique incroyable. Ce qui fait mal, c'est de savoir, j'espère qu'ils vont changer d'avis, mais ils veulent encore faire une grande soirée Arte. Pour dire, alors bon, ouvrons la parenthèse, les Qatar Papers essayent de démontrer que l'islam qatari a fait main basse, que le Qatar a fait main basse sur l'islam de France et qu'il le radicalise. Regardons les chiffres. Le Qatar a, alors je vais peut-être me tromper à une dizaine près, le Qatar est impliqué dans le financement de 22 centres religieux en France sur 2500. Enfin, sortez votre calculette, on l'a fait dans plusieurs articles, vous trouverez ça. Le Qatar est impliqué dans le financement de 1% des lieux de culte musulmans en France. Qui va oser nous vendre l'idée que le Qatar a fait main basse sur l'islam de France? On voit bien que c'est une... Évidemment, ça on ne vous le dit pas dans le livre. On ne vous donne jamais les instruments qui permettent de contextualiser. Est-ce qu'ils sont partout, le Qatar? Mais non, ils ne sont pas partout. D'ailleurs, une commission du Sénat en 2016 avait bien clairement dit, sans aucune arrière-pensée, que le Qatar n'est pas un État agissant dans le monde musulman français. Il est totalement marginal. Et là, nous, on l'a prouvé. Lisez le papier dans Middle East Eye. Il faut que vous sachiez que Libé l'a refusé et tous les autres l'ont refusé. Bon, avant de publier dans Middle East Eye, on essaye quand même de faire passer dans des choses plus mainstream. Mais l'argument était trop brutal. Il ne voulait pas l'entendre. Le Qatar ne peut pas être réputé avoir fait main basse sur l'islam de France alors qu'il a financé moins d'1% des lieux de culte en France. Et que dans ces financements, c'est Mulhouse, je crois, la totalité du projet, c'est 5 600 000. Le Qatar a donné 60 000 euros. Alors, quand on dit « Oh, 60 000 euros, ça fait beaucoup », mais quand vous rapportez au montant du projet, vous dites « Ah, avec 60 000 euros, ils ont acheté les consciences de la totalité de la communauté de cette région ». On voit bien que c'est faux. Et il y a un autre argument massu, total. Si les Qataris étaient les maîtres de l'islam de France, et ça, je vais vous le dire d'ailleurs sur un ton de reproche presque. Si les Qataris étaient les maîtres de l'islam de France, quand le Qatar a été grossièrement attaqué par l'Arabie Saoudite et les Émirats en juin 2017, on aurait dû entendre l'islam qatari de France se lever dans les rues pour protester contre cette horrible manipulation. Pas une seule voix, enfin j'espère qu'il y en a pour me contredire, mais disons, l'islam de France ne s'est pas levé comme un seul homme pour défendre le Qatar quand il a été victime de ce très brutal embargo et de cette tentative quasi militaire de renversement du régime de l'émir. Donc, bon, c'est ça le coup d'épée dans l'eau. Bon, on pourrait aggraver... bon, non, donnons de l'eau à l'ennemi, si je puis dire. Le Qatar n'est pas seulement accusé d'avoir pris contrôle de l'islam de France, il est accusé de le radicaliser. Alors, bon, est-ce qu'on peut faire quelques concessions? Bon, c'est vrai que Chirq al-Dawi, il y a certains jours, il aurait employé d'autres formules, ça aurait été mieux. Chirq al-Dawi a employé certaines fois dans le feu des assauts sur Raza,
des formules que l'on peut effectivement qualifier d'antisémites et qu'il n'aurait pas dû prononcer. Mais cher Qaradawi, c'est quand même l'inspirateur d'un État dont on peut comparer les performances par rapport aux voisins. Combien d'exécutions, combien de peines capitales, et combien... Ça, c'est un vrai critère, c'est pas du baratin. Combien d'exécutions, combien de peines capitales au Qatar depuis plus d'une décennie, depuis 2003, pas une seule. Comparé avec les performances des pays voisins dans ce domaine. Comparer le statut de la femme qui a le droit de vote et évidemment de conduire, etc., etc. Comparer globalement, rationnellement, calmement les performances politiques et humanistes du régime qatari qui n'est pas parfait. On mentionne notamment les failles dans le statut des travailleurs étrangers, mais j'aimerais qu'on les compare en permanence avec ce qui se passe en Arabie Saoudite. Ça serait jamais très très éloquent. Il ne s'agit pas de dire que le Qatar est parfait, mais on ne peut pas le renvoyer simplement dos à dos avec l'Arabie Saoudite. Alors de là à dire qu'il radicalise l'islam de France, quand on sait les pratiques de l'Arabie Saoudite, alors là, il n'y a pas photo, on n'a pas besoin de perdre de l'énergie dans ce domaine, mais même des Émirats, quand on voit ce que font les Émirats en instrumentalisant les madralistes et donc en les confortant dans leurs raccourcis sociétaux, islamiques, qui peut oser dire sérieusement que le Qatar, dans l'éventail des postures islamologiques ou de l'attitude des dirigeants en termes de questions sociétales, est un acteur radical. Ça ne fonctionne juste pas, c'est tout. Et c'est quand même ce qu'on a sorti aux Français. Alors, est-il légitime de donner de l'argent à une communauté religieuse étrangère? Moi, j'aime bien toujours inverser la problématique. Je dis, et nous autres, la République française, est-ce qu'il nous est arrivé de donner de l'argent à des communautés politiques étrangères, des communautés religieuses étrangères? Arrêtez, je vais m'étouffer de rire. On a carrément fabriqué le Liban avec des ciseaux pour favoriser les chrétiens. D'accord? Quand je bossais au Caire dans les années 90, proche de l'ambassade, parce que j'étais dans un centre d'études, il se disait, ça m'est revenu quand je cherchais les failles dans le dispositif rhétorique des Qatar Papers, il se disait en 1991 au Caire que 80% du budget de la coopération culturelle franco-égyptienne allait dans les poches de qui? Des bonnes sœurs chrétiennes. D'accord? Les bonnes sœurs, c'est des dames qui portent des vêtements très très longs, vous savez, et qui sont catholiques, dans un pays à majorité musulmane. Donc, peut-on donner des leçons sur ce terrain-là? Nous n'avons eu de cesse, nous, d'essayer d'affecter le rapport de force entre communautés religieuses dans le monde musulman, évidemment. Et quand on ne peut pas le faire sur le plan confessionnel, on le fait sur le plan socio-culturel, en nous penchant, si c'est des Arabes, eh bien on va aider les Berbères, etc., etc. Diviser pour régner, et on n'en est pas là, encore une fois, eu égard à ce qu'ont fait les Qataris vis-à-vis de... Mais la rationalité n'a pas cours, dès lors qu'on peut jouer, dès lors qu'on peut puiser dans l'inépuisable réservoir de ce que j'appelle la muleta, la muleta du spectre de l'islamisme. Dès que vous brandissez la muleta, c'est le chiffon rouge qui attire le taureau à sa mort, qui lui fait perdre le contrôle de tout. En France, dès que vous pouvez puiser dans le réservoir inépuisable de l'islamophobie, vous avez des dividendes politiques. Or, je n'ai pas eu le temps de le faire et je vais m'arrêter, mais vous savez très bien que l'une des caractéristiques de l'évolution de notre société au cours des 20 dernières années, ce n'est pas le Front National. Ce n'est pas le discours du Front National. Dans le livre, là, je dis, le problème, c'est que la chanson que le Front National joue au clairon et à la trompette et au tambour, la droite la joue au saxo et la gauche la joue à la flûte. Mais c'est la même chanson. C'est-à-dire toutes les forces, tout le spectre de la classe politique en France se nourrit maintenant de ce malaise, de ce mal-vivre initié par la présence concurrentielle d'une autre religion au sein du tissu
politique français. Alors, je vais terminer sur un inventaire qui est presque le plus important de ce que je voudrais que vous reteniez, même si vous le savez, mais parfois vous le savez intuitivement, c'est bien de le mettre noir sur blanc. Quelles sont les forces qui aujourd'hui en France, si je dis islamisme, mais en fait si je dis islam, hein, ça suffit largement, hein, mais si je dis islam, si je dis islamisme, si je dis frères musulmans, si je dis Qatar, quels sont les mécanismes, quels sont les acteurs qui se mettent en route pour faire en sorte que je débranche mon cerveau et que je branche mes tripes? Ben d'abord, mes tripes, effectivement. En premier lieu, mes tripes, les tripes des Occidentaux, des Français qui ne sont pas de confession musulmane, parce que le logiciel est beaucoup plus complexe pour un Français de confession musulmane, même si, attention, la fracture, la déchirure née de l'affirmation des courants islamistes a creusé également les sociétés musulmanes du sud de la Méditerranée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens de culture musulmane qui vont péter un câble dès qu'on leur dit islam. Mais ils sont une minorité, ils ne sont pas au cœur de ma démonstration. Disons que mes tripes de citoyens n'étant pas de confession musulmane sont déstabilisées par le fait que je suis dans une époque de mon histoire où je sors du confort de cette hégémonie fugitive, un siècle et demi, militaire, économique, culturelle, symbolique, qui a été l'apanage de la période coloniale, puis de la période impériale qui a suivi. D'accord ? Premier sur la liste, c'est un paquet important. Il y a mes tripes, il y a tous les citoyens français qui, parfois de bonne foi, sont déstabilisés par l'apparition d'une norme alternative à celle dont ils avaient cru qu'elle avait le monopole d'expression de l'universel. On ne pouvait être un mec bien que si on était comme nous. Et là, il y a des autres qui apparaissent. Mais écoutez bien la liste, après, ça se complique.